Les liens familiaux sont souvent perçus comme un refuge, un havre de paix où l'amour et le soutien sont inconditionnels. Mais que se passe-t-il lorsque ce refuge se transforme en une cage dorée, où les attentes et les obligations étouffent la voix de l'individu? C'est l'histoire de Marilyn, une mère et une grand-mère qui a toujours tout donné à sa famille, jusqu'au jour où un simple « non » a suffi à faire s'effondrer le château de cartes de leur relation. C'est une histoire sur le courage de dire « assez », sur la douleur de la trahison, et sur la libération inattendue que l'on peut trouver en redéfinissant ses propres limites. « Tu ne soutiens pas notre famille », a-t-elle dit, comme si c'était un péché d'avoir un rendez-vous chez le médecin. C'est tout, c'était juste un suivi après mon opération du genou, mais apparemment, avoir besoin d'un week-end pour moi signifiait que je ne méritais plus d'être leur mère. J'étais assise sur le bord de mon lit lorsque l'appel est arrivé, le vendredi. Le soleil avait à peine basculé vers l'ouest, et je venais de finir de plier un petit panier de serviettes, encore chaudes, sentant encore faiblement la lavande. Le nom de Jenna s'est allumé sur l'écran. J'ai hésité un instant avant de répondre. Elle n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. « Et, maman » a-t-elle dit, sautant directement les salutations. « Peux-tu garder le bébé ce week-end ? Nous avons cette retraite de travail à Asheville, et Emma reste avec les parents de Nat. Nous serons de retour tard dimanche. » Je lui ai dit non, aussi doucement que possible. J'ai expliqué que j'avais un rendez-vous samedi matin, juste un suivi, rien de grave, mais que le timing était serré, et la vérité était que j'étais fatigué. Mon genou me faisait encore mal le matin, et 2 jours seul avec un bébé de 10 mois, c'était plus que ce que je pouvais gérer en ce moment. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis, sec et froid, « Waouh. D'accord, je suppose que tu n'es tout simplement pas très solidaire de notre famille. » Je l'ai ressenti comme une gifle. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour lui rappeler les milliers de dollars que je lui avais donnés pour son acompte, les heures que j'avais passées à bercer ses bébés pendant qu'elle faisait la sieste, les nuits que j'avais passées quand Tommy avait des coliques. Mais je n'ai pas dit un mot. À quoi bon? Je ne m'attendais tout simplement pas à ça de ta part, a poursuivi Jenna. Nous avions vraiment besoin de toi ce week-end. Je ne sais pas ce que nous allons faire maintenant. Vous êtes ses parents, ai-je dit doucement. Vous vous débrouillerez. Elle a raccroché sans un autre mot. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto. S'il te plaît, ne passe plus à la maison. Il est temps de mettre des limites. Nous avons changé les serrures. Je l'ai lu 2 fois, puis encore. Je pensais que mes yeux me jouaient des tours. J'ai serré les lèvres si fort que je les ai sentis trembler. Mon cœur battait dans mes oreilles. Même pas un appel téléphonique, juste un message. Après tout, après toutes ces années, les serrures changeaient. Comme si j'étais une menace, comme si j'étais une étrangère. J'ai quand même conduit jusqu'à leur maison. Appelez ça de l'instinct, ou peut-être juste de l'incrédulité. Les rues semblaient les mêmes que d'habitude, suburbaines, calmes. Des vélos sur les pelouses, des drapeaux qui se fanaient dans la chaleur de l'été. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental. Je me suis garé en face de la maison de 2 étages en briques pâles que je les avais aidés à acheter, et pendant un moment, j'ai juste regardé la porte. C'était la même porte que j'avais peinte avec Jenna le jour de leur emménagement. Elle était enceinte d'Emma, alors, son ventre rond, ses yeux fatigués mais excités. Nous avions choisi une couleur vert forêt foncé, et elle avait plaisanté en disant que ça avait l'air trop adulte. Cette même porte ne s'est pas ouverte quand j'ai sonné. J'ai attendu, pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. La poussette du bébé était pliée proprement sur le porche. Une des petites baskets d'Emma traînait sous la balançoire. Puis je l'ai entendu. Des pas à l'intérieur, des voix rapides et chuchotées. Quelqu'un a jeté un coup d'œil derrière le rideau de l'étage. J'ai sonné une 3e fois, plus par habitude que par espoir. Rien. J'ai essayé la clé que j'utilisais depuis 5 ans, depuis qu'il m'en avait fait une copie, juste au cas où. Elle n'a pas tourné, elle s'est coincée et a tressailli, immobile. Elle avait vraiment changé les serrures. Je suis retourné à ma voiture lentement, comme si je portais quelque chose de fragile. Il était difficile de dire si je tremblais de colère ou de chagrin. Peut-être les deux. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai regardé le volant. Puis j'ai commencé à rire. Un rire silencieux, à bout de souffle, ridicule. Il est sorti par à-coups et sifflements, comme si j'avais perdu la tête. Parce que c'est ce que je ressentais. Comme si je m'étais réveillé dans une version alternative de ma vie, une où ma fille avait décidé que je n'étais plus nécessaire, ou pire, indésirable. De retour à la maison, j'ai fait du thé et j'ai oublié de le boire. J'ai erré dans la cuisine, touchant les choses comme pour me rappeler qu'elles étaient réelles. Les cartes dessinées à la main d'Emma étaient toujours accrochées au réfrigérateur. Meilleure grand-mère, je t'aime. Des cœurs au crayon, des lettres majuscules tremblantes, une dinde en papier avec ma main tracée. Je me suis assise et j'ai regardé les messages, la serrure, les mots. Tu ne soutiens pas notre famille. J'avais été solidaire, n'est-ce pas? L'hypothèque co-signée, la césarienne d'urgence couverte par mes économies lorsque leur assurance a fait défaut, d'innombrables repas, du babysitting à la dernière minute, chaque gâteau d'anniversaire, chaque costume d'Halloween cousu de mes propres mains. Je ne gardais pas de reçu, mais la preuve était partout. Dans leurs murs, leurs placards, leurs enfants. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message, puis je l'ai supprimé. J'en ai tapé un autre, je l'ai supprimé aussi. Que pouvais-je bien dire? Rien ne sonnerait juste, rien ne les ferait ouvrir la porte.
Je suis resté près de la fenêtre alors que les lampadaires s'allumaient un par un. Je n'avais même pas changé les vêtements que je portais pour faire les courses ce matin-là. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit, et même alors, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je me suis déplacé dans la maison comme une invitée dans la vie de quelqu'un d'autre. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. Je n'ai pas allumé la radio comme je le faisais toujours. Je n'ai pas ouvert les rideaux. Je ne voulais pas de la lumière. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec un morceau de pain grillé sec et une tasse de thé qui a refroidi avant que je puisse la boire. Le réfrigérateur bourdonnait, l'horloge tournait, mais tout le reste était devenu silencieux. J'ai regardé la chaise vide en face de moi, celle où Emma s'asseyait avec sa boîte de jus, les jambes se balançant, me racontant l'école, celle où Jenna s'effondrait après une longue journée, soupirant comme si le monde lui devait quelque chose pour y avoir survécu. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je élevé une fille qui pouvait fermer une porte à sa mère avec une telle facilité? À midi, j'ai ouvert la petite boîte en fer blanc où je gardais toutes les petites choses qu'il m'avait données. Une fleur pressée d'Emma, une bande de photomatons avec Jenna dans la vingtaine, souriant largement et sauvagement, une carte de remerciement de Nat après la naissance de Tommy, écrite à la hâte, mais qui disait « Nous ne savons pas ce que nous ferions sans toi ». Je suis resté avec cette phrase pendant longtemps. Apparemment, ils avaient trouvé. Mon téléphone a vibré une fois et j'ai sursauté, mais ce n'était pas Jenna. C'était un message spam sur l'assurance automobile. J'ai posé le téléphone et l'ai repoussé comme s'il pouvait mordre. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti le dossier, le grand jaune avec le clip noir. Dépenses familiales, écrit à l'encre fanée sur le dessus. À l'intérieur se trouvaient des dossiers. Je les avais gardés, non pas pour faire pression, non pas par fierté, mais parce que j'étais bibliothécaire de métier et de nature. J'enregistrais les choses, pas tout, jamais les petites faveurs, les nuits blanches, les heures que j'avais passées à traverser la ville en voiture, mais les grandes, l'argent, les choses légales, les obligations que j'avais assumées parce que j'étais la seule à pouvoir le faire. Les 12 000 $ pour le raconte, les 4 300 $ pour couvrir les factures d'hôpital d'Emma lorsque Nat a perdu son emploi, la poussette à 800 $ que Jenna disait avoir absolument besoin, les frais de scolarité que j'ai aidé à payer pour qu'Emma puisse rester dans son école Montessori. Rien de tout cela n'était à contre-cœur, pas à l'époque. J'avais les moyens, j'avais le cœur, c'était le rôle, n'est-ce pas? La mère qui donne, la grand-mère fiable, la figure de fond solide qui fait que tout continue sans rien demander en retour. Mais maintenant, je me demandais quelque chose pour la première fois. Qui prend soin de moi? J'ai regardé autour de la maison. Personne d'autre n'était là. Personne n'appelait pour vérifier si j'allais bien. Personne ne demandait si j'avais mangé, si je dormais, si j'avais pleuré toute la nuit. Je l'avais fait. Le chagrin n'était pas bruyant. Il ne venait pas en sanglots ou en cris. Il s'est installé comme de la poussière dans mes poumons, lent, suffocant et impossible à expliquer à quiconque ne l'avait pas ressenti. Elle a changé les serrures et je chuchotais à voix haute, juste pour entendre à quel point cela semblait absurde. Comme si j'étais une intruse imprudente, au lieu de la femme qui avait autrefois bercé sa fille à travers la nuit de fièvre et de peur. Je me suis levé. Mes genoux me faisaient mal, comme toujours, mais je me suis déplacé avec détermination. J'ai pris la petite photo encadrée de l'étagère du salon, Jenna tenant bébé Emma, moi à côté d'elle, toute plus jeune et plus douce. Je l'ai posée face contre terre sur la table. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à chercher la carte de mon avocat. La carte était là où je l'avais laissée, dans mon vieux carnet d'adresses, entre le dentiste et le vétérinaire. Je n'avais pas appelé Alan Rivers depuis plus de 6 ans, pas depuis que j'avais mis à jour mon testament après le décès de mon mari, mais il me connaissait depuis que Jenna était au lycée, et il m'avait toujours parlé comme à une personne avec un cerveau, pas comme à une vieille femme sentimentale. J'ai composé le numéro et j'ai attendu. Rivers et McKinley. Cet Abby a gazouillé la réceptionniste. « Bonjour, ma chère, c'est Marilyn Joyce. J'étais une cliente de Monsieur Rivers il y a quelques années. J'aimerais prendre rendez-vous avec lui à sa plus proche convenance. » Il y a eu une pause, le bruit des touches qui claquaient. « Oui, bien sûr, Madame Joyce. Laissez-moi vérifier son emploi du temps. Nous pouvons vous recevoir mardi matin à 10 h. Parfait, merci. » Elle a demandé si j'avais besoin d'un appel de rappel. J'ai dit non. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas du chagrin cette fois, mais une force étrange et subtile, comme si j'avais ramassé un morceau de moi-même que je ne savais pas avoir perdu. Je n'avais pas l'intention de poursuivre qui que ce soit. Je n'allais pas me présenter à leur porte avec des documents et des exigences. Mais j'avais besoin de clarté. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais construit et ce que j'avais donné. Plus tard dans la journée, j'ai sorti une boîte du placard du couloir marqué « Maison ». À l'intérieur se trouvaient des actes, des reçus, des formulaires d'assurance. Je ne les avais pas regardés depuis des années. J'ai feuilleté jusqu'à ce que je le trouve. Le contrat de prêt sur valeur domiciliaire, celui que j'avais signé pour aider Jenna et Nat à obtenir leur deuxième hypothèque à l'époque où ils voulaient agrandir la cuisine et ajouter la chambre d'enfant. Ils n'avaient pas été qualifiés seuls. J'étais répertorié comme co-signataire. Pas de propriété, pas de mot à dire, juste la responsabilité. J'ai regardé un autre dossier. Les relevés de mon compte de retraite.
Plusieurs virements sur le compte de Jenna au fil des ans. Un pont entre deux emplois, avait-elle appelé ça. Juste jusqu'à ce que le prochain chèque de commission de Nat arrive. Je n'avais jamais demandé de remboursement, je ne l'avais même jamais mentionné. D'une manière ou d'une autre, avoir besoin de l'argent en retour semblait plus honteux que de le donner. Je me suis assise dans mon fauteuil, tenant les papiers, les laissant parler d'eux-mêmes. Je les avais aidés à construire une vie, mais je n'en faisais pas partie. Je me suis souvenu d'une conversation de l'année dernière. Jenna s'était plainte de la mère de Nat, de toutes les personnes. Elle essaie toujours de s'immiscer, avait-elle dit. Je ne supporte pas les culpabilisations. J'aimerais qu'elle prenne ses distances. À l'époque, j'avais hoché la tête avec sympathie, mais maintenant je me demandais si elle m'avait dit ça pour une raison. Un avertissement. Ce soir-là, j'ai fait le tour de ma petite maison lentement, comme si je la voyais pour la première fois depuis des années. Tout ici avait été choisi avec soin. L'histoire de Marilyn est un rappel poignant que l'amour inconditionnel ne doit pas être synonyme de sacrifice de soi. C'est une exploration de la dynamique complexe des relations familiales, où les attentes non dites et les limites floues peuvent mener à des ruptures douloureuses. Mais c'est aussi une histoire d'espoir et de résilience. En choisissant de se confronter à la réalité de sa situation, Marilyn a entamé un voyage de redécouverte de soi, apprenant à se valoriser et à se protéger. Son histoire nous enseigne que le véritable soutien ne consiste pas à s'effacer pour les autres, mais à trouver un équilibre sain entre donner et recevoir, et que parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire est de s'aimer soi-même assez pour dire « non ».